Rédaction de 1241. Alors, monsieur le candidat, on parle beaucoup dernièrement de renouvellement de la classe politique. 2018, Jean-Gaspard Toutoumaï. 2023, Jean-Gaspard Toutoumaï. 2025, encore Jean-Gaspard Toutoumaï. Tête de liste des candidats à la députation. Est-ce que le renouvellement de la classe politique finalement ne concerne que les autres partis? Parce que quand on regarde au sein de l'Union nationale, on voit bien que le parti a emmené beaucoup de candidats qui ont déjà été portés lors des présentes élections pour ces mêmes élections. Merci. Je vous remercie. Déjà, moi je pense que le renouvellement de la classe politique, c'est un propos de journaliste. C'est un propos de journaliste. Et moi je souhaite que la classe politique se renouvelle. Voyez-vous, Baobab était candidat en 2009. J'avais 41 ans. Un de mes vieux compagnons de lutte, amis et frères, Franck Djibi et moi, avions écrit tous ces discours. Nous écrivions 2 discours par jour. J'avais 41 ans. En 2009, Baobab en avait 52. J'ai 57 ans aujourd'hui. J'ai écrit encore mes discours. Donc, je souhaite que ça se renouvelle. Je vous dis, j'ai 57 ans aujourd'hui. Ce propos liminaire, je l'ai fait corriger, mais je l'ai rédigé du premier au dernier mot. Parce qu'aujourd'hui, même quand on a 45 ans, on dit qu'on est jeune. Donc moi je souhaite que la classe politique se renouvelle. Moi je veux que dans mon parti, il y ait beaucoup de jeunes compatriotes qui aspirent à être candidats, y compris à Kanda. Je ne demande que cela. Chez nous, ça avance un peu. Si vous prenez notre liste et si vous nous suivez de près, vous verrez que en 2018, les jeunes qui étaient étudiants et qui collaient les affiches avec moi, aujourd'hui sont sur la liste. Et j'espère qu'aux prochaines élections, ils prendront ma place. Mais le renouvellement ne se décrète pas. Vous savez, moi je suis militant de l'Union nationale, j'en suis vice-président. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir adhérer à mon parti. Parce que je considère que c'est un acte volontaire. Par contre, quand quelqu'un me demande de lui parler de mon parti, de s'il va adhérer, tout de suite je suis à sa disposition. Voyez-vous, il faut qu'on sorte des positions de confort pour dire que l'engagement politique, si on veut qu'il se fasse, c'est chacun de nous qui va s'engager. Moi je suis même de ceux qui, j'ai discuté, je ne sais pas avec la dernière fois, je disais que peut-être que ce serait bien qu'on exige de chaque citoyen qu'une fois dans sa vie, il exerce un mandat public pour l'intérêt général. N'importe lequel, chef de quartier, membre de la coopérative du lycée ou de la mutuelle de l'université, ou conseiller municipal, qu'il le fasse une fois. Et qu'en même temps, même qu'on dise que les mandats politiques, on fait un mandat. Moi, je serais d'avis qu'on dise non, tu es député, tu fais un mandat, après tu repars vivre ta vie, tu repars travailler, et puis un autre Gabonais le fait. C'est peut-être un rêve pour moi, parce que si on le dit, ce sont les candidats qui vont manquer. Ce qui sera le plus dur, c'est de trouver des gens qui acceptent de consacrer leur vie aux autres. Parce que faire la politique, c'est ça. C'est consacrer sa vie aux autres. Maintenant, vous, journalistes, c'est à vous de dire si vous constatez ou pas que la classe politique se renouvelle. C'est pas à moi de... Je vais d'abord passer la parole à madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Johanna Seko de AGP Audiovisuel. Aujourd'hui, vous êtes candidat. J'aimerais savoir, une fois élu, quel sera votre champ de bataille? Champ de bataille, c'est très bien. C'est pas la guerre non plus. Mais, alors, il y a Akanda au niveau commune, et puis il y a l'Assemblée nationale au niveau du pays. À Akanda, il y a des choses qui pour moi relèvent de l'urgence. Mais là, ce sera peut-être une bataille parce qu'effectivement, il faudra qu'on exige des choses du gouvernement. L'une d'entre elles, c'est celle qui me tient souvent le plus à cœur parce que je lui dois tout, personnellement, c'est l'école. Si j'attends le recensement de la population qui arrive, Akanda pourrait être parmi les 6 villes les plus peuplées du Gabon. Sans faire injure à mes compatriotes,
de Tchibanga ou de Lambaréné ou de Makokou, je pense qu'on est plus nombreux qu'à Akanda aujourd'hui. Mais ici, les enfants font 7-10 km. L'enfant qui habite à Cap-Caravane, où est l'école la plus proche de chez lui? Ça, il faut qu'on ait un débat avec le gouvernement rapidement là-dessus. Je suis assez bien placé pour savoir que ce ne sont pas les ressources pour construire les écoles qui manquent. Le problème qui manque pour construire les écoles, ce sont les terrains. Il faudra que la mairie trouve des terrains et mette à la disposition du gouvernement des terrains pour construire des écoles. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement. Je parle souvent des questions de santé en disant on a un CHU qui est pas mal. Mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire que chacun de nous, quand il a un bobo, il aille au CHU. D'abord, ça fait que le CHU est engorgé. Il n'arrive plus à faire les traitements importants qui sont les leurs pour s'occuper de notre palu, de notre grippe et tout le reste. Or, je pense que si on essaie de faire en sorte que dans chaque grand quartier d'Akanda, il y ait un dispensaire, ça va limiter ce type de choses. Donc ça, ce sont vraiment les choses pour moi qui relèvent de violence du quotidien. Après, il y a des choses qui doivent nous faire évoluer à Kanda, aussi bien au plan économique que de vie commune. On n'aime pas en parler parce que c'est un peu triste, mais je pense qu'à Kanda, nous avons un cimetière municipal. Nous avons des terres pour le faire et que nous pouvons ici faire un beau cimetière municipal. On commence à avoir à Akanda, au-delà des autochtones, une grande frange de la population qui est née à Akanda et qui a fait naître, ou qui a vu naître ses enfants à Akanda. Et je pense que c'est quelque chose dont la mairie devrait s'occuper. Je pense aussi que la mairie, même si l'économie n'est pas sa mission première, peut regarder ce qu'elle peut faire au plan économique. Et je le dis souvent, lorsqu'il m'arrive de voyager, quand je rentre au Gabon et que je dois atterrir à l'aéroport Léon-Mba, je constate que dans Akanda, il y a beaucoup de terrains non encore construits, mais où ce sont en fait des maraîchers qui sont installés. On aime souvent dire qu'on veut notre indépendance économique, pour faire preuve de patriotisme économique. Je pense que la mairie d'Akanda peut prendre le défi de se dire je vais assurer l'indépendance en fruits et légumes d'Akanda. On se lance ça comme défi. Et on décide de faire du maraîchage, une activité qui fera qu'au fond, on produit assez de tomates, ou de poivrons, ou d'aubergines dans Akanda pour la consommation des populations d'Akanda, et s'il y en a plus, on le produit à l'extérieur. On a une belle mangrove ici. Et on a les, comment on appelle ça, des bois. Il faut faire de la pisciculture. On a des ingénieurs agronomes, des jeunes Gabonais qui savent le faire très bien. Je pense que ce sont des choses au plan économique sur lesquelles la mairie peut essayer d'ouvrir des brèches. Sans prendre le devienne d'une grande entreprise, mais ce sont des choses qui peuvent être intéressantes parce qu'en plus on peut y employer nos jeunes compatriotes, qui peuvent y apprendre des métiers et gagner leur vie et aider à résorber le chômage, même si ce n'est pas la mission première de la mairie. Maintenant au niveau national, comme on dit, le député vote la loi et contrôle l'action de l'exécutif. Le travail classique. Donc nous aurons principalement comme travail d'apprécier comment le gouvernement compte mettre en œuvre le projet pour lequel 94% des Gabonais ont donné un quitus. Il faudra qu'on veille, qu'on dise au gouvernement, votre projet que vous amenez, est-ce qu'il, oui ou non, il est compatible avec le projet pour lequel nous nous sommes prononcés et qui justifie votre présence. Est-ce qu'il est prioritaire? Parce que, comme je dis aux gens, si 94% des Gabonais ont voté pour ce projet et pour Brice-Clotaire Oligui-Nguema, ils ne lui ont pas mis 20% chacun. Du moins, ils n'ont pas mis 20 sur 20 chacun. C'est-à-dire que chacun de nous a dit globalement ce projet est un bon projet. Mais chacun de nous aussi a des priorités dans le projet. Chacun de nous a peut-être même dans le projet des choses qui ne l'arrangent pas. Vous savez,
Quand on dit que vous êtes passé en classe supérieure, il y en a qui passent avec 18, il y en a qui passent avec 12, mais vous êtes tous passés. Donc, le projet à l'Assemblée, ce sera de regarder, point par point, le projet pour dire, voici dans le projet ce qui est prioritaire pour le pays. Voici dans le projet ce qui est secondaire. Voici dans le projet ce qui en fait ne nous intéresse pas. On n'allait pas vous recaler pour ça, mais en réalité, ce point-là, on peut s'en passer. Donc c'est d'abord le premier travail. Ensuite, le député a la possibilité de proposer quelque chose, de faire une proposition de loi. J'en ai dit avec vos confrères parce que moi j'en ai deux que j'aimerais porter à l'Assemblée. La première, je ne sais pas parce que vous êtes là, mais ceux de vos confrères qui me connaissent depuis des années savent que je la porte depuis des années. C'est m'occuper un peu de la liberté économique de la presse. Il y a la liberté juridique, pénale de la presse qui est réglée, même si sa mise en œuvre, en témoigne des peuples de GMT, peut poser des difficultés, mais au moins au plan légal c'est réglé. Mais je pense qu'aujourd'hui, les médias n'ont pas les moyens de leur survie économique. Il n'y a pas un modèle économique qui permette en fait aux médias de pouvoir travailler. J'ai envie d'y travailler. J'ai quelques idées dessus. La principale chez moi, c'est de dire que, au lieu que l'État nous donne sa subvention annuelle qui donne lieu à de nombreux articles, ça c'est vrai que quand la subvention doit arriver, il y a plein d'articles dans la presse où vous discutez, mais je trouve ça même un peu humiliant pour les journalistes. J'aime pas beaucoup cette subvention, sans mécanisme. Mais, je dis, si aujourd'hui l'État dit aux entreprises, consacrez 1% de votre chiffre d'affaires au budget communication, et ce sera déduit de vos impôts. Donc, il y aura une base d'argent dont les entreprises disposeront, parce que ce sont elles qui communiquent. En leur disant, mais vous devez communiquer avec au moins 5 médias pour garantir la pluralité. Ça fera que les médias qui seront jugés bons par la presse, par les entreprises, seront lus par les gens et les entreprises auront un intérêt. Et je pense que ça peut créer une émulation et ça peut améliorer non seulement la vie des organes de presse, mais aussi la qualité de leur production. Donc ça c'est un projet qui me plaît bien, que je porte depuis de nombreuses années. J'en discute avec des gens et je pense qu'à l'Assemblée nationale c'est quelque chose que je proposerai à mes collègues députés. Le deuxième concerne ma vie professionnelle, c'est-à-dire moi je suis fonctionnaire. Et je pense que les fonctionnaires, ce sont les agents de l'État qui sont mis à la disposition du gouvernement pour mettre en œuvre sa politique. Mais le gouvernement sont des hommes politiques. Et on a une grande difficulté dans l'administration, c'est que les hommes politiques sont l'objet de pression de la part de leurs électeurs, de leurs parents, de leurs amis, de sorte que les nominations aux emplois supérieurs de l'État, c'est-à-dire les nominations des directeurs généraux, des directeurs, sont un peu biaisées et donnent lieu à une perte d'efficacité de l'administration. Je pense qu'il faut encadrer les nominations aux emplois supérieurs de l'État. Ça aidera le gouvernement si on proposait une loi qui dise que, 1, pour ces emplois-là, c'est un appel à candidature qui est fait. 2, il y a une audition par le Parlement, soit avant, soit après, pour valider les nominations. C'est un peu ce que font les Américains, où, comme je le dis, l'ambassadeur des États-Unis qui est ici, pour venir au Gabon, a été auditionné par le Sénat américain qui a donné son quitus pour qu'il vienne. Et il y a un qui n'est jamais venu parce que le Sénat avait dit non. Donc je pense qu'on peut arriver à ce type de décision. Donc ce sont des choses comme celle-là que je serai amené à faire à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Alexandre Kogué, du média comme Kanda. Aujourd'hui, il y a une polémique au niveau des candidats. Tous réclament d'être des candidats de Brice Clotaire Oligui Nguema, l'UDB, le PDG, aujourd'hui l'Union nationale. Vous, Jean Gaspard, vous êtes candidat à Kanda au 2e arrondissement. Est-ce que vous irez aussi en allant de population? Vous êtes aussi un candidat Oligui Nguema, parce que je pense que tout le monde, les candidats disent qu'ils l'ont voté. Donc, ils se réclament tous être des enfants de Brice Clotaire Oligui Nguema. Votre point de vue par rapport à cette polémique?
Enfin, moi, j'ai 57 ans. Hein. Et je suis Jean-Gaspard Ntoutou-Maï. Je suis candidat. C'est moi qui suis candidat à Akanda. Et je suis militant de l'Union nationale. On ne peut pas être le candidat de quelqu'un. Parce que personne au Gabon ne peut dire qu'il ignore ma proximité avec le chef de l'État, ne serait-ce que parce que quand il était candidat, j'étais son porte-parole. D'accord? Mais si je dois dire à mes compatriotes que moi je suis le candidat de Brice Clotaire Oligui Nguema, ça veut dire qu'à l'Assemblée, quand on m'amènera un texte de loi, je vais dire, bon, attendez d'abord, il faut que j'aille demander, parce que moi je suis le candidat de Brice Clotaire Oligui Nguema, il va me dire ce que je dois faire, et après je vais... Non. Non. On doit envoyer à l'Assemblée nationale, on doit élire dans nos mairies et dans nos conseils départementaux des compatriotes qui savent prendre leurs responsabilités. Des compatriotes qui savent prendre leurs responsabilités. J'ai choisi de choisir Brice Clotaire Oligui Nguema quand il était candidat. Je l'ai fait librement. Et sans rien attendre en retour, ce n'est que de lui exiger, comme tout citoyen, qu'il fasse en sorte que notre pays se porte bien dans la fonction qui est la sienne. Donc maintenant, je dois lui dire que non, comme je t'ai soutenu quand tu étais candidat, moi aussi, je suis ton candidat. Moi, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. Et j'ai même envie de dire, faut pas croire que nos compatriotes électeurs, c'est-à-dire nous tous, on est à ce point naïf pour ne pas savoir faire la distinction. Mais j'irai plus loin parce que ce débat, en réalité, n'est pas qu'un débat par rapport au chef de l'État. C'est un débat par rapport au cadre de la démocratie chez nous. Je le disais tout à l'heure, quand on part voter, on ne vote pas un parti politique. Sur le bulletin de vote, le parti politique apparaît comme une illustration. Le parti politique n'est pas candidat. Le candidat, c'est la femme ou l'homme qui a son nom inscrit et sa photo. C'est elle qui s'engage, c'est elle qui signe, voilà. Or, lorsqu'on rentre dans une dynamique où, et c'est ce qu'on a connu jusque-là d'ailleurs, où sont les partis politiques qui se mettent entre le citoyen et le candidat, ça pose un problème. Je vous dis, je suis militant de l'Union nationale. Je me présente à Akanda. Moi, député, je voterai en conscience. Même si mon parti est contre, je leur dirai, je vote en conscience. Naturellement, parce que c'est mon parti, ça veut dire que nous sommes d'accord sur l'essentiel des questions. Mais il arrive parfois sur les questions sociétales qu'on dise, et même le parti dit à ses élus, votez en conscience. Imaginez aujourd'hui qu'on ait un débat à l'Assemblée sur l'avortement. Au-delà de nos appartenances politiques, les gens ont des appartenances religieuses qui peuvent rentrer en contradiction avec le choix de leur parti. Comment ils feront? Donc, un parti politique n'est pas un élu. Voilà pourquoi moi j'étais d'accord dans la Constitution quand on est revenu en disant tout mandat impératif est nul. Le danger dans le pays, c'est de dire que si on t'exclut de ton parti, tu perds ton mandat. Conséquence, c'est le parti qui tient et qui muselle les élus. Les élus ne travaillent plus pour eux-mêmes, ils travaillent pour le parti. Ils ne travaillent plus pour les populations, ils travaillent pour le parti. Non. Quand on est élu, on est au service des gens qui vous ont élus. On est au service du pays, quand on est élu national, on est au service de la collectivité quand on est élu local. On n'est pas au service du parti. Parce que quand on est au service du parti, on vous met maire, c'est le parti qui vous a mis maire. Si vous ne choisissez pas le directeur de cabinet du parti, le parti vous sanctionne, on vous vire, vous perdez votre mandat de maire. La mairie ne fonctionne plus.
Et si la meilleure personne pour être directeur de cabinet du maire de la commune, c'est un citoyen qui n'a jamais fait de politique. Vous savez, un jour, dans mon parti, d'ailleurs, il a quitté le parti après ça. Un responsable, après 2013, aux élections locales, on remporte les élections locales dans une circonscription. Son fils était 7e de la liste. Il met son fils maire. Puis je m'en vais le voir à la maison pour dire quand même, tout si. Toi-même, tu as dit que tu vas être sénateur, c'est bien. Ton fils et son fils étaient, je vous dis, un brillant sujet et un vaillant militant. Il n'y avait rien à dire. Mais son fils était 7e sur la liste. Il a sauté tout le monde, il allait prendre. Et quand je pense qu'il dit, il m'a dit, quand les autres font ça, tu dis quoi? Et il a mis son fils. Seulement, il a brisé la carrière politique de son fils. Parce que tout le monde a regardé son fils désormais comme son fils. On oubliait qu'il était brillant. On oubliait qu'il était talentueux. Il était seulement le fils de son père. Et d'ailleurs, j'avais dit à ce type-là, ce jour-là, je lui ai dit, vous savez, moi j'ai un problème parce que tu vois, mon père est mort. Donc moi, maintenant, tu vas me mettre. Puisque chacun, c'est son père qui va le mettre. Donc, c'est un peu ça. Pour revenir à ces débats-là, faisons attention. Quand on va aux élections, moi je vous dis, puisque vous connaissez ça, que je suis fier de mon parti. Je porte mon parti. Mais quand je viens aux élections, je vous dis, je suis de l'Union nationale, mais c'est moi, Jean Gaspard, qui vous parle. Avec mon histoire personnelle. Avec mes engagements. Parfois, j'ai eu à avoir des engagements en dehors de mon parti. En 2018, 2019, quand Ali Bongo fait son AVC, pourquoi est-ce que, avec d'autres compatriotes, on crée appel à agir? On sent que nos partis politiques ne sont pas très chauds pour mener cette bataille. Il y a une forme de frilosité qui est là. Mais c'est vrai dans notre parti politique comme dans d'autres partis politiques. On se retrouve entre compatriotes qui étaient de différents partis politiques, d'autres de la société civile, pour dire on doit faire quelque chose. On l'a fait. Et comme nous le disons entre nous, oui, s'il y a une chose que je serais fier de raconter à mes petits-enfants, c'est cela appelle à agir. Mais mon parti m'en a pas voulu pour autant. Et je n'ai pas attendu mon parti pour autant. Donc, moi, je pense que ceux qui viennent aux élections pour dire je suis le candidat d'un tel, m'inquiètent un peu. Pour faire simple, ils m'inquiètent un peu. Parce que si je les ai comme collègues à l'Assemblée, je sens qu'on va avoir quelques difficultés d'appréciation. Voilà. Je vous remercie. Oui. Monsieur le candidat, j'ai encore moins fait référence. Oui. Le discours que vous venez de tenir n'est pas en contradiction avec les propos de votre présidence lors de la présentation des candidats qui déclarait à mon micro que l'Union nationale doit assurer une majorité confortable à Brice-Clotaire au Légué de Mars. Ce n'est pas un petit peu, c'est la première question. La deuxième question, c'est au cours d'un plateau TV, vous parlez de la question du chômage, vous avez dit, à votre, selon vous, le véritable projet qui a lutté efficacement contre le chômage, c'était Taxigab. Aujourd'hui, Jean Gaspard Toumaï à l'Assemblée nationale, on parlait de la question du chômage. Quelles sont les mesures, ou bien les propositions de loi que vous ferez pour essayer de remédier à ce fléau? Merci. Lorsque Paulette Missambo dit il faut une majorité confortable à Oligui Nguema. Oligui Nguema est venu à l'élection présidentielle avec un projet. Ce projet a été soutenu par un certain nombre de formations politiques, sinon un grand nombre de formations politiques. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que ces formations politiques soient majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas embêter mes camarades, mais quand on parle de parti présidentiel, le parti présidentiel, c'est le parti qui a porté le président au pouvoir. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quel est le parti qui a porté le président au pouvoir? Non. C'est un rassemblement, le RDB. C'est le RDB, Rassemblement des bâtisseurs, qui est le véhicule qui a porté le président au pouvoir. Moi, j'ai adhéré
individuellement au RDB. Mon parti, comme personne morale, a adhéré au RDB. Donc, au fond, quand elle parle de majorité, ces gens-là vont se retrouver, mais c'est parce qu'on est dans la majorité, parce qu'on est dans les partis qui ont soutenu le président, c'est pas parce qu'on est majoritaire à l'Assemblée que on pense la même chose ou qu'on va dire la même chose. Dit souvent, Jean Gbagbo avait une belle phrase. La démocratie, ça veut dire qu'on est dans la même maison, mais on n'est pas d'accord. Voyez-vous? On peut être dans la même majorité, dans le même parti, dans la même coalition. Et quand on discute des choses du pays, on peut être en désaccord. Et en démocratie, quand on est en désaccord, on discute, on discute, on discute, et on discute encore. Et à la fin, si on n'arrive pas à trouver un consensus, on vote. Et tout le monde s'aligne sur la décision des plus nombreux. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais, je serais quand même très surpris de voir que le parti politique de mon compatriote Alain-Claude Bilébizé se retrouve à l'Assemblée nationale avec la majorité des députés. Là, je vais dire aux Gabonais, vous êtes comment? Parce que vous avez choisi un projet, un président. Maintenant, pour mettre en œuvre ce projet-là, vous mettez le parti qui avait un autre projet que vous n'avez pas choisi. Soyez cohérents. Mais c'est de ça qu'il s'agit. De dire, l'Assemblée, parce que, qu'on se mette bien d'accord, peu importe les résultats des élections législatives, le gouvernement qui est là ne bouge pas. Ce n'est plus comme avant où on disait qu'après les législatives, le gouvernement tombe, on fait un nouveau gouvernement. Non, non, non. Il n'y a plus de lien de cause à effet entre les élections législatives et la formation du gouvernement. Donc, le gouvernement restera le gouvernement. La question, c'est qui va, au plan législatif, porter son action. Si chaque fois que le gouvernement arrive à l'Assemblée, on dit non, non, nous on est tes opposants, donc ta loi, toi qui es dedans, ne lis même pas, on vote contre, on bloque le pays. Donc c'est un peu ça, hein, le sens du propos de Mme Missambo. Vous parlez des emplois et vous avez raison. Quelle loi on va prendre pour créer l'emploi? Vous avez remarqué que Taxi Gab, il n'y a pas eu de loi. Donc au fond, je ne pense pas que ce soit une loi qu'il faille pour créer de l'emploi. Il faut que le gouvernement conduise des actions qui permettent de créer des emplois. Il faut que, dans une moindre mesure, les collectivités locales conduisent des politiques qui permettent de créer des emplois. Comme je vous disais tout à l'heure, imaginez qu'on se retrouve dans la Kanda avec, allez, on va être modeste, 50 hectares de maraîchage. Vous savez combien d'emplois ça crée? Et ce sont des emplois pour lesquels les jeunes de notre commune auront besoin d'1 ou 2 semaines de formation et pourront exercer cet emploi. Et là, je vous parle de quelque chose qu'à titre personnel, j'ai expérimenté. Donc, voilà. Mais ça, c'est pas une loi. Après, on peut regarder, est-ce que le cadre législatif actuel empêche la création ou le développement des entreprises? On veut dire, s'il empêche, on va essayer de le revoir pour que ceux qui veulent créer des entreprises puissent mieux le faire. Ce que je peux dire sur la question de la création d'entreprises chez nous, c'est qu'il y a une idée répandue que moi je conteste. On pense que créer une entreprise, c'est facile. Donc, quand un jeune cherche du travail, on dit non, 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 on a une solution pour toi, on va te créer, tu vas créer une entreprise, on va te donner les moyens. Non. C'est plus facile d'être employé que chef d'entreprise. C'est bien plus facile d'être fonctionnaire, même directeur général, que chef d'entreprise, même si l'entreprise, c'est l'épicerie du Malien, pour dire les choses trivialement comme on le dit. Donc je pense que, vous savez, au sortir des indépendances, l'État a organisé le fait que les meilleurs d'entre nous, c'est pas ma génération, mais la génération de nos parents, que les meilleurs soient instituteurs ou infirmiers. Puis après, profs ou médecins.
Parce qu'on en avait besoin et qu'on pensait que le socle de la société, c'est cela. Bon, maintenant, c'est bon. On a formé les enseignants. On a formé... Après, ils ont dit, bon, il y a les grosses entreprises pétrolières, minières. On va former les ingénieurs pour que les meilleurs aillent dans ces entreprises pétrolières et minières. On les a encouragés à cela. Je pense qu'on doit s'organiser pour dire que les meilleurs de nos concitoyens, c'est à eux qu'on doit confier la création des entreprises. Que ce soit des compatriotes qui travaillent déjà depuis un certain temps, qui ont une expérience, mais vraiment les meilleurs d'entre eux. Ou alors, dans les jeunes qui veulent créer des entreprises, il faut donner vraiment aux plus brillants de nos enfants la voie de la création d'entreprises. Je prends un exemple, je vais le citer même si il est modeste. Jean-Baptiste Bicalou a créé Petrogabon. Il était directeur à Shell Marketing. Il n'a pas quitté le chômage pour aller créer Petrogabon. Il était directeur dans une grande multinationale. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'aurait pas quitté pour créer Petrogabon, peut-être qu'il aurait été directeur général de Shell. Donc, il faut peut-être qu'on trouve le moyen de dire, c'est aux meilleurs d'entre nous qu'il faut donner les ressources financières qui leur manquent pour créer des entreprises. Et comme ça, quand ils vont créer des entreprises, je prends le cas de Petrogabon aujourd'hui, Bicalou, parce qu'il a créé cette entreprise, il emploie des centaines de Gabonais. Je suis sûr que moi, on m'aurait donné Petrogabon, ça aurait fait faillite depuis longtemps. Parce que je n'ai pas la capacité de créer une entreprise. Voilà. Ok. Autre question? S'il n'y a plus de questions, je regarde à gauche, je regarde à droite. Il n'y a plus de questions de la part, mesdames et messieurs de la presse. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va inviter le candidat à conclure son point de presse. Oui. Merci. Ok, on va conclure. J'ai pas de conclusion écrite et prévue, donc je vais d'abord vous remercier à nouveau d'être venu. J'espère que mes réponses étaient, je ne veux pas dire attendues, mais qu'elles vous ont permis de renforcer la connaissance que vous avez de notre projet, de nos candidatures. On va rentrer en campagne demain. Je vous invite à couvrir au mieux cette campagne parce qu'au fond, c'est ainsi que vous permettrez à nos compatriotes d'opérer les choix les plus éclairés, les meilleurs choix. Demain, je dirais que je suis le meilleur choix, mais pour l'instant, je vous dis, il vaut mieux faire en sorte que ce soit bien. Et peut-être, parce que je suis devant les médias, j'invite aussi tous les candidats à accorder plus de considération aux journalistes et techniciens qui vont venir couvrir les différents meetings. Je sais, pour l'avoir expérimenté, parce que j'étais attaché de communication de certains candidats, combien parfois pour vous c'est difficile les périodes de... C'est passionnant, mais c'est parfois un peu difficile les périodes de campagne. Bon courage pour les 10 jours qui arrivent, et puis à l'occasion, on se reverra. Merci à tous.